Bien, Madame la secrétaire générale du FNRS, chère Véronique, Mesdames la directrice et la vice-directrice de la classe Technologie et Société, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, ma tâche se réduit ici juste au plaisir de vous accueillir, mais il est grand ce plaisir de vous accueillir au Palais des Académies, puisqu'il s'agit bien d'une séance de la classe Technologie et Société qui est placée sous la responsabilité de sa directrice Isabelle Ferreras. Cet accueil me permet néanmoins de souligner et d'insister sur le fait que depuis très longtemps, pratiquement depuis sa création, l'Académie organise, et cela statutairement, si vous avez relu nos statuts, c'est dans les statuts, organise une séance publique par classe chaque année, et cette séance est placée dans l'année en fonction d'une date symbolique qui réfère à sa propre histoire ou à l'histoire de l'Académie. Ainsi, la classe des lettres et sciences morales et politiques organise sa séance publique à la date la plus proche, c'est dans notre règlement général, la plus proche de la date de l'anniversaire de Marie-Thérèse d'Autriche, notre fondatrice, qui est née, vous le savez tous, le 13 mai 1717. Et la classe Technologie et Société eut pu choisir la date de naissance de son fondateur, mon prédécesseur, Hervé Asquin, comme date la plus proche de sa séance publique. Malheureusement, Hervé est né un 31 décembre et ce n'est pas une très bonne date pour organiser une séance publique. Donc, la classe a choisi la date la plus proche de la date de sa création en 2009. Ces séances publiques marquent, et ça c'est important, la ferme volonté de l'Académie de se tourner vers le public, d'ouvrir ses travaux, de partager ses réflexions, et c'est là une part très importante de l'ADN des académies. Il ne faut plus rappeler que Fontenelle, qui a été très longtemps le secrétaire perpétuel à l'époque, il y avait une vraie perpétuité, qui était très longtemps le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences à Paris. Fontenelle a rédigé des centaines et des centaines de pages pour vulgariser les travaux de l'Académie des sciences. C'est inscrit dans les missions des académies, et c'est aussi d'ailleurs ce qui nous a conduit à publier dans notre annuaire le résumé des communications que nous présentons en classe et qui sont dès lors disponibles pour le grand public. Et c'est assurément cet intérêt pour le public un axe qui intéresse énormément la classe Technologie et Société, et on vous en parlera abondamment aujourd'hui. Le thème de cette séance publique est un thème qui a en effet, autour de l'intelligence artificielle, intéressé les travaux de la classe Technologie et Société depuis maintenant pas mal d'années. Qu'il me soit juste permis d'évoquer quelques... Bien sûr, il y a eu des communications en classe, mais il y a eu aussi des publications. Il suffit de penser au Big Brother is Driving You de Hugues Bersini, qui a connu 2 éditions, et puis un autre livre d'Hugues intitulé, je ne peux pas me tromper dans le titre, « L'intelligence artificielle peut-elle engendrer des artistes authentiques ?» avec un point d'interrogation, important, j'y reviendrai d'ailleurs, mais aussi, et qui est paru dans la collection L'Académie en poche, mais aussi Éthique et droits de l'homme dans notre société du numérique, dans les mémoires de la classe, dû à la plume de notre confrère Yves Poulet, qui a aussi signé dans la collection L'Académie en poche un petit livre sur la révolution numérique. Quelle place encore pour le droit? On voit déjà que, et ce sera le cas encore aujourd'hui, droit et intelligence artificielle sont directement associés, et ce fut encore, mais ça sera une grande part du sujet d'aujourd'hui, la thématique d'un dialogue citoyen qui s'est tenu à l'initiative de la classe il y a un mois, disons. Mais qui dit séance publique, dit aussi séance strictement réservée aux académiciens et aux académiciennes.
Et cela aussi est nécessaire. Cela aussi est nécessaire si on veut éviter que les agendas politiques ou l'exposition publique, pour le dire vite, ne viennent directement orienter les débats entre spécialistes. Car l'un des enseignements de la pandémie a peut-être été qu'il faut ménager des lieux de discussion paisibles entre spécialistes avant d'en réaliser une communication ou parallèlement à d'autres formes de discussion. Marius Gilbert, très récemment, entre autres, a souligné cette difficulté qui consiste à concilier un débat scientifique et rationnel avec une forte exposition à des publics multiples et variés. C'est le chemin, parfois étroit, que tente de tracer l'Académie, fidèle à sa tradition d'ouverture, mais aussi consciente de la nécessité de préserver un espace où règne en maître l'indépendance. C'est-à-dire, aujourd'hui plus que jamais, le doute, la nuance et dès lors l'équilibre. Albert Camus disait de l'équilibre qu'il est, je le cite, un effort et un courage de tous les instants. Et il prophétisait que, et je le recite à nouveau, la société qui aura ce courage, c'est-à-dire celui du doute et de l'équilibre, est la vraie société de l'avenir. C'est aussi l'enjeu d'une classe qui a choisi pour périmètre celui des technologies confrontées aux sociétés, assurément pour un meilleur équilibre, sans cesse traversé par la nuance et le doute. Je vous souhaite une excellente séance publique. Je ne suis pas assez grande. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers invités, mes chers confrères, mes chères consoeurs, chères autorités académiques, Madame la secrétaire générale du FNRS, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette séance publique de la classe Technologie et Société. Nous n'avons pas eu le plaisir, il y a un an, de tenir notre séance pour les raisons que vous savez. Et donc, je pense que nous sommes aujourd'hui tous très, très heureux. Nous mesurons notre chance de pouvoir nous retrouver ensemble pour cette matinée. Durant cette année 2021, nous avons poursuivi nos travaux en continuant à approfondir les enjeux liés aux conditions d'une transition vers un modèle de développement de nos sociétés qui rencontre les limites planétaires et les limites sociales. Ce fut un travail qui a été très fortement impulsé par mes prédécesseurs Luc Cheffneux et Thierry De Smet. Nous avons reçu lors de nos séances mensuelles, à huis clos, comme l'a rappelé le secrétaire perpétuel, Cécile Renoir de l'ESSEC, les 3 ingénieurs qui ont été les auteurs du rapport de la Fédération belge des associations belges d'ingénieurs civils sur les scénarios de transition énergétique pour la Belgique, le professeur Robert Boyer de l'Institut des Amériques, la professeure Hélène Landemort de l'Université de Yale, professeur Éric Pirard de l'Université de Liège, la professeure Nathalie Smua de la KU Leuven et notre confrère John May de l'Université de Georgetown. Lors de la toute première séance de la classe Technologie et Société en date du 3 octobre 2009, notre premier co-directeur, Philippe De Wout, avec Jacques Reiss, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce matin, rappelait les intentions qui avaient présidé à la création de celle-ci. La finalité de la 4e classe pourrait s'orienter de la manière suivante. Nous savons tous que l'accélération des sciences et des technologies est porteuse de promesses immenses, mais qu'elle comporte aussi des dangers. L'évolution dans ce domaine est parfois plus rapide que notre capacité d'adaptation sociale, politique, éthique ou culturelle. La classe examinera notamment l'ambiguïté d'un progrès technologique découplé de toute dimension politique ou éthique, écrivait-il. Et on reconnaît ici la figure de Prométhée qui a tant inspiré Philippe De Wout, qui citait alors Sophocle, avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, l'homme progresse vers le mal ou vers le bien.
La mission stratégique proposée à l'entame des travaux donc de notre classe était celle de penser les conditions grâce auxquelles le progrès scientifique et technique puisse contribuer à l'instauration d'un bien commun global, que notre modèle actuel, par ses dysfonctionnements grandissants, ne parvient pas à réaliser. Fin de citation. Face à l'urgence de la crise climatique aujourd'hui, en cette veille de COP26, on saisit combien ces paroles étaient particulièrement prescientes. Et Philippe de Wood de citer cette phrase de Gramsci, souvent reprise en ces temps de profonds bouleversements suite à la pandémie du Covid-19, « L'ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à naître, dans cet interrègne surgissent des monstres. » Philippe de Wood parlait d'un devoir d'anticipation pour notre classe. Un devoir d'amplification des signaux faibles, disait-il. On pourrait appeler ça un devoir d'alerte. Mais avec quels moyens et vers qui? Dès sa fondation, la classe était invitée à, je cite, « se concentrer sur cette mission innovante relayée par des moyens modernes ». Eh bien, cette année 2021, nous nous sommes particulièrement interrogés sur ces enjeux, avec quels moyens et vers qui. Au fond, l'enjeu des rapports entre développement technologique et société au XXIe siècle n'est-il pas précisément un objet qu'il n'y aurait aucun sens à traiter seulement en vase clos? Nous avons pensé qu'il fallait en effet continuer à chercher à renouveler nos moyens. Pourquoi? Parce qu'il en va tout simplement de notre responsabilité vis-à-vis de la société, de notre utilité. Nous pourrions simplement dire pour la société, notre utilité sociale, car notre devoir d'alerte concerne et s'adresse à tous les citoyens. Et il est utile de faire référence ici à l'ouvrage de Richard Shklov, « Democracy and Technology », publié en 1995, ouvrage qui a été convoqué lors d'un débat passionnant que nous avons eu avec l'ingénieur Éric Pirard lors de sa leçon du 27 mars en classe. Ce livre décrit comment les technologies modernes, à l'époque ordinateurs, automobiles, machines-outils, réacteurs nucléaires, contribuent à des problèmes sociaux épineux, allant de la subordination des femmes et des travailleurs au désengagement politique. Soutenant l'idée qu'une politique démocratique renouvelée peut et doit supplanter le raisonnement économique conventionnel comme base de décisions technologiques, Richard Shklov s'attache à penser l'implication du public dans toutes les phases de la prise de décision, de l'évaluation à l'élaboration des politiques, à la recherche et au développement en matière technologique. Au XXe siècle, la guerre froide a servi de justification aux politiques scientifiques et technologiques des grandes puissances. Tenant ensemble les dimensions sociales et technologiques et la théorie démocratique, Shklov proposait de distinguer les technologies compatibles avec les idéaux démocratiques de celles qui ne le sont pas. Et à ses yeux, la fin de la guerre froide offrait une occasion idéale de reformuler le processus décisionnel et la conception de la technologie, en les rendant plus sensibles aux besoins sociaux. On peut sans trop se tromper dire que ces espoirs ont été fortement déçus. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre froide, mais d'autres priorités, et certainement toujours une même foi en la technocratie qui font obstacle à cette prise en compte du caractère véritablement sociétal des innovations technologiques. Elles n'influencent pas la société, elles font la société. On ne pourrait à ce sujet pas trouver de meilleur exemple et de meilleur objet donc pour notre réflexion que les développements fulgurants que nous proposent les technologies, les innovations, les possibilités technologiques en matière d'intelligence artificielle, dans un contexte où l'urgence de respecter les limites planétaires, et en particulier d'éteindre nos émissions de carbone, radicalise ces enjeux. Car nous savons que numériser l'économie ne rimera pas facilement avec l'objectif urgent, lui, de la rendre compatible avec les limites planétaires. Pas plus tard qu'hier encore, 1500 jeunes à Gand, 500 à Charleroi
ont refusé d'aller à l'école pour aller manifester l'urgence de prendre des mesures pour faire face à l'Anthropocène. Ce ne sont donc plus ici des signaux faibles. Dès lors, faire face aux défis de l'intelligence artificielle, c'est donc pour nous à la fois traiter deux dimensions. D'abord et avant tout, nous interroger sur ces innovations technologiques, c'est nous demander ce qu'elles font à la société, ce qu'elles produisent comme société. Et ceci ne peut qu'inévitablement nous amener à nous demander au nom de quoi ce pouvoir de la construire, de construire la société, devrait échapper à la souveraineté des citoyens, au démos de la démocratie. L'innovation en matière d'intelligence artificielle est à ce titre emblématique. Elle est aujourd'hui largement dans les mains de pouvoirs privés qui ne rendent compte qu'à eux-mêmes et largement découplés de toute préoccupation quant à leur empreinte environnementale. Les données dont les algorithmes se nourrissent font l'objet d'une privatisation alarmante, car il s'agit ni plus ni moins que de ces traces que vous et moi laissons par nos contacts, nos déplacements, nos achats, nos réactions sur le web. Il est tout aussi urgent d'interroger la légitimité de ceux qui sont à l'initiative autant que la pertinence et les finalités que ces initiatives servent. Tout un programme donc. Mais faire face aux défis de l'IA, c'est aussi, pour nous, traiter d'une seconde dimension, celle de notre action. Agir avec des moyens qui cherchent à se renouveler, comme disait Philippe de Woot, et au service de qui ? Nous interroger sur la place de l'Académie et de notre classe tout particulièrement, vu qu'elle se préoccupe de cet enjeu si singulier technologie et société, et chercher toujours à affiner nos moyens de servir la société utilement, voici aussi comment il nous revient de faire face aux enjeux de l'intelligence artificielle. La société démocratique est un projet viable si on la comprend bien au-delà d'un simple système de règles politiques, d'une architecture de pouvoir représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est une culture de l'égalité, comme le constatait Tocqueville déjà en découvrant l'Amérique. C'est un mode de vie, comme disait John Dewey, il y a plus d'un siècle déjà. C'est-à-dire une forme de société qui ne se limite pas à une architecture de pouvoir, mais qui doit donc nourrir au quotidien son actualité en tant que culture. Et c'est dans ce cadre que nous comprenons la pertinence du rôle que l'Académie et notre classe peut jouer aux côtés de la société, aux côtés des citoyens, pour mieux l'équiper. Nous allons traiter ce matin de toutes ces dimensions. Alors je vous rassure, ce ne sera pas exhaustif, parce que dans un programme d'1h30, comme vous le verrez, nous n'allons pas épuiser le sujet. Notre matinée va se dérouler en 3 temps. Un premier temps qui nous permettra de rendre compte d'un nouveau moyen que nous avons cherché à développer pour mieux assurer cette mission d'équipement de la société. Nous ne croyons pas en la technocratie, nous croyons en la démocratie, c'est-à-dire au fond de mettre les experts au service des citoyens. Et pour prendre spécifiquement en charge les enjeux à la croisée de la rencontre technologie et société, nous avons mis au point peut-être ce qui pourra un jour s'appeler une méthode. Nous avons construit un dialogue entre les membres de notre classe, ceux qui ont pu s'investir dans ce chantier, d'autres experts, et avec le cabinet Strategic Design Scenario, qui est spécialisé en processus d'intelligence collective au service du public. Cette aventure a permis l'organisation donc d'une journée d'études délibératives il y a tout juste un mois sur l'intelligence artificielle et qui s'est tenue en partie ici même le 24 septembre. Notre consoeur Karine Doutre-Lepont, professeure de droit à l'Université libre de Bruxelles et avocate, va nous en parler, ainsi que notre confrère Benoît Mac, professeur à l'Université de Louvain et un des architectes du Trail, le Trusted AI Labs, qui est fondé par une alliance de nos différentes universités en Fédération Wallonie-Bruxelles, et vous en parlerons avec plus de détails. Je tiens à remercier ici, pour ma part, toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. En particulier notre vice-directrice Véronique Cabiot, qui a pris cela à cœur au moins autant que moi
et qui a été une formidable alliée dans la réalisation de cette journée. Merci Véronique. Un grand nombre de personnes ont rendu cette journée possible et Benoît les citera tout à l'heure. Je remercie en particulier le personnel de l'Académie, Sophie Gallet, Nicolas Simon et Camille Guénal, qui ont été chevilles ouvrières de la réalisation de la journée. Il faut aussi rappeler le rôle important que Hugues, dont le secrétaire perpétuel a rappelé les ouvrages, Hugues Bersini a joué dans cette journée, parce qu'Hugues était l'un des 3 académiques experts de la journée, sur lesquels cette journée s'est appuyée, avec Karine et Benoît. Mais malheureusement, Hugues avait un programme déjà arrêté de longue date pour un déplacement à l'étranger aujourd'hui, sinon il aurait certainement été sur la scène. Après avoir entendu donc des échos de cette journée-là, ce matin, nous approfondirons les enjeux qu'entraîne la montée en puissance de la mobilisation de l'intelligence artificielle grâce aux réflexions de notre confrère Benoît Friedman, qui a accepté de nous partager aujourd'hui ses réflexions à propos de la vie quotidienne des humains, autant des algorithmes. Benoît Friedman est professeur à la faculté de droit de l'ULB, vice-président de l'Académie européenne de théorie du droit et membre du Centre Perelman de philosophie du droit de l'ULB. C'est un événement rare qui constitue un grand honneur pour notre classe. Notre confrère a été fait cette année docteur honoris causa à 2 reprises, par l'Université Aix-Marseille et par l'Université de Genève il y a une semaine. Alors pour fêter cette remarquable double distinction, nous n'avons rien trouvé de mieux que de faire travailler Benoît un peu plus encore. Cher Benoît, nous te félicitons pour cette reconnaissance remarquable des qualités de tes contributions scientifiques. Nous sommes très fiers de pouvoir te compter parmi les membres de notre classe et nous te sommes très reconnaissants d'avoir bien voulu accepter de nourrir la réflexion de la classe ce matin à l'occasion de notre séance publique. Enfin, nous terminerons par la remise du prix Charles Lemaire, octroyé par la classe, qui consacre des projets pratiques d'ingénierie des constructions et qui témoignent d'un esprit d'entreprise remarquable. Je vous laisse la surprise tout à l'heure, comme le veut la tradition, et n'en dirai donc pas plus. J'espère que vous pourrez nous rejoindre ensuite pour la réception qui aura lieu à l'étage. Laissez-moi simplement conclure en remerciant chacun et chacune pour son concours dans cette année particulièrement difficile et souligner l'avancée de nos travaux, dont je n'ai aucunement fait ici une présentation exhaustive. Il y a énormément de travaux en cours qui n'ont pas été évidemment évoqués. Malgré les conditions adverses, nos réunions se sont tenues exclusivement par Zoom jusqu'à cette rentrée, donc c'est un grand plaisir évidemment de se retrouver. Je vous invite à amplifier, poursuivre nos efforts cette année où la société a besoin de la contribution de notre Académie, c'est-à-dire la contribution de chacun et chacune d'entre vous, chers confrères, chères consoeurs, au service d'un avenir meilleur et d'une planète habitable. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci Madame la Directrice, merci Isabelle pour cet exposé et ces mots chaleureux à l'égard de notre équipe, de notre classe Technologie et Société, parce que avant de vous parler de la genèse qui est celle de nos travaux, j'aimerais quand même vous dire que dans cette classe et dans ce travail que nous avons entrepris à propos de l'intelligence artificielle, nous avons d'abord été, c'est vrai, une série de professeurs qui se sont réunis autour du thème, mais au final, une bande de copines et de copains. Nous avons eu grâce à, il faut le dire, l'influence et le climat merveilleux
instauré par Isabelle Ferreras, mais aussi Véronique Cabiot. Toutes les deux ont veillé à ce que nous puissions à la fois réfléchir sérieusement, mais aussi peut-être refaire le monde, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle nous questionne sur le monde de demain. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, pour en revenir au fond, je suis chargée de vous exposer le point de départ des réflexions qui nous ont menés à organiser cette journée d'études, cette journée que l'on peut peut-être qualifier de citoyenne, puisque nous avions invité beaucoup de personnes en faisant de l'Académie un lieu d'accueil, un palais des citoyens, pour paraphraser Isabelle. Rien de tel en réalité que de partir du questionnement de Bruno Patino, président de Arte France, professeur associé à Sciences Politiques Paris, qui, avec subtilité, va interroger l'intelligence artificielle de l'Internet des réseaux de la manière suivante. La mort du rêve entraîne-t-elle celle du rêveur? Alors, plutôt que de parler de rêve, j'aurais pu, il est vrai, en commençant mon exposé, vous proposer le paradoxe insoluble des informaticiens, à savoir capter le temps en proposant d'en gagner. À l'inverse précisément de ce que nous vivons à l'ère numérique, où nous gagnons du temps sans cesse, mais nous en manquons de plus en plus. Mais au fond, j'ai préféré le rêve en raison des multiples et multiformes polarités qui en émergent et qui permettent, au fond, de dégager un axe structurel qui se retrouve dans l'intelligence artificielle. Et vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. À la fois des polarités relatives à l'espoir et à la désillusion, la satisfaction et le regret, l'irrationnel et le rationnel, la clarté et la confusion, la création et la destruction. Cet axe a d'ailleurs, je pense, structuré de façon inconsciente la genèse de nos travaux et nous a guidé nos réflexions dans l'organisation de cette fameuse journée. Cet axe reflète, je pense, à certains égards, le contexte dans lequel s'inscrivent aujourd'hui nos réflexions et nous permet aussi d'en revenir à l'histoire récente. Alors, si vous le voulez bien, parcourons certaines de ces étapes qui illustrent assez bien les réflexions sous-jacentes à cette fameuse journée d'études à laquelle certains d'entre vous ont participé. Souvenons-nous qu'au fond, tout a commencé par l'espoir. L'espoir que nous avons encore aujourd'hui, mais tout a commencé par l'espoir, transmis au départ par des figures iconiques, et notamment celle de Mr. John Perry Barlow. Mr. John Perry Barlow est né le 3 octobre 1947 dans le comté de Sublette, dans l'État du Wyoming. John Perry Barlow fait partie des premières générations idéalistes de l'Internet. Porteur de rêves, il voit le monde devenir, grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle, le monde libre, gratuit et sans frontières. Il fera d'ailleurs des études de théologie, mais surtout sera connu par le fait qu'il est le parolier phare du groupe Grateful Dead, qui sont, et c'est pas anodin pour une juriste, les pionniers du piratage, encourageant les fans à capter la musique par des enregistrements pirates et à ensuite les diffuser sur l'Internet. Il se fonde notamment sur les écrits de Teilhard de Chardin et l'idée qu'Internet serait une forme de noosphère cybernétique. Alors j'ai dû vérifier ce que ça voulait dire exactement, c'est-à-dire un nuage qui entoure la Terre et rassemblant l'addition des consciences des humains en réseau. Peu de croyants ont suivi ce projet, mais ce qui est malgré tout intéressant de noter, c'est que bon nombre de personnes ont cru dans cette nouvelle société solidaire, société axée sur le partage universel. Et à l'époque, ce qui est intéressant également de rappeler, c'est qu'il s'agissait plus de protéger l'Internet des convoitises des gouvernements, de donner vie à la fameuse déclaration d'indépendance du cyberespace de 1996, et pas encore de défendre les usagers à l'encontre des géants des technologies. Mais 2 décennies plus tard, la désillusion apparaît. L'espoir d'une société nouvelle et solidaire s'est évidemment évanoui au fil de l'émancipation de ceux qui l'ont construite. C'est malgré tout un constat que l'on doit faire et que les médias font tous les jours. Surtout lorsque ce constat est émis par le Center for Human Technology, qui est au fond peuplé de personnes qui sont d'anciens dirigeants et fondateurs de Google, de Facebook,
et qui nous adresse un appel retentissant, et je cite. Notre société, en 2018, il disait « Notre société est piratée par la technologie, ce qui a commencé comme une course pour monétiser notre attention, érode maintenant les piliers de notre société, la santé mentale, la démocratie, les relations sociales et nos enfants. » Il est vrai que pour faire des profits, Facebook, Twitter, Instagram, Google nourrissent au fond de façon invisible, se nourrissent au fond de façon invisible de la captation de notre attention. Du fait de cibler les failles de l'être humain, être disponible 24 heures sur 24, répondre aux sollicitations permanentes, regarder son petit écran, y répondre comme s'il était une partie de nous-mêmes. Et cela afin de nous rendre dépendants, addicts. Pire, l'intelligence artificielle apprend continuellement comment nous accrocher plus profondément à partir de notre propre comportement. Serait-ce une réflexion bien trop à charge des nouvelles technologies? C'est une réflexion de juriste, il est vrai. Vous pouvez faire plus fort, il y a des personnes qui n'entendent pas. Redressez le micro. Redressez, voilà. D'accord. Ça va comme ça? Ok. Attendez, je vais... D'accord? Je vais le mettre comme ça. C'est bon? Ok. Donc, je sais pas, donc je reprends quelques mots. J'aime bien cette phrase, précisément de cette société du Center for Humane Technology, qui dit qu'au fond, l'intelligence artificielle apprend continuellement, en tout cas l'intelligence artificielle de l'Internet, apprend continuellement comment nous accrocher plus profondément à partir de notre propre comportement. Serait-ce, le disais-je, une réflexion pessimiste d'une juriste qui est bien trop à charge des nouvelles technologies? Je ne crois pas, parce que si l'on lit l'actualité récente, on assiste à des déclarations, notamment celle de Frances Haugen, ex-diplômée d'Harvard, ex-employée de Facebook, qui a, comme vous le savez, livré au Congrès américain et aux régulateurs américains une foule de documents sur ce que fait Facebook et l'accuse notamment de ne pas prendre les mesures nécessaires pour pouvoir limiter les conséquences négatives de ces applications, au motif que celles-ci risqueraient, 1. de nuire à l'engagement de ses utilisateurs, entendez à, en réalité, la dépendance de ses utilisateurs, ou à ses statistiques d'interaction sociale significatives, entendez, à sa capacité donc de contrôle et de surveillance. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Madame Haugen a comparé l'industrie des réseaux, l'industrie de l'intelligence artificielle des réseaux, de l'Internet, à l'industrie du tabac pour les éléments de dépendance. Alors, quel pari dans le traitement de l'intelligence artificielle? C'est un pari que nous nous sommes penchés, bien évidemment, au sein de la classe et au sein de nos travaux. Est-ce que l'intelligence artificielle serait le grand malentendu, malgré les extraordinaires avancées qu'elle nous promet et qu'elle a déjà accomplies? Cela fait évidemment partie du questionnement citoyen. Nous n'avons pas été jusqu'à vouloir impliquer les participants et les plonger dans les écrits que certains d'entre vous connaissent de Gabriel Naège, qui est chercheur en intelligence artificielle et qui est auteur d'un ouvrage à titre évocateur. Ce matin, et je cite, « Ce matin, maman a été téléchargée » et qui expose, vous l'aurez compris, les absurdités et les drôleries d'un monde guidé par l'intelligence artificielle. Nous avons renoncé à travailler de la sorte. Mais nous avons voulu, au fond, guider les participants dans leurs interrogations à propos des risques que génère l'absence de gouvernance de l'intelligence artificielle. Parce qu'au fond, pour mémoire, il n'y a que quelques années, l'autrice Cathy O'Neill écrivait que les mathématiques sont devenues une nouvelle arme de destruction massive, malgré leur neutralité apparente, et permettent des calculs algorithmiques si complexes et si touffus qu'il devient impossible d'y devoir les choix exacts de leurs concepteurs. Leur application décomplexée et appuyée sur une confiance naïve du citoyen dans la rigueur mathématique emporte, il est vrai, dès à présent, d'importantes discriminations et d'inégalités, à propos desquelles on ne peut pas rester silencieux. Et vous les connaissez, en tout cas pour certaines d'entre elles, la problématique de la reconnaissance faciale, la problématique
du déréférencement, le fait que ces géants de l'Internet ne maîtrisent pas leur instrument et engagent bien souvent des personnes sous-qualifiées et très mal rémunérées à travailler dans l'ombre pour essayer manuellement de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes posés par leur instrument. Ainsi, derrière le formalisme mathématique, se déclenchent d'importants phénomènes sociaux et des changements profonds de gouvernance. L'IA va bien au-delà de l'automatisation. D'aucuns dénoncent d'ailleurs sa capacité prédictive, et je pense que Benoît y reviendra, lui permettant de porter des jugements stratégiques sur l'avenir, de définir ses propres finalités, et au final de détricoter peut-être nos facultés d'organisation individuelle et la détermination des objectifs sociétaux. Alors certes, dans l'organisation de nos travaux, l'angle sématique ne nous a pas échappé, mais nous n'avions pas voulu commencer par une situation liée aux définitions. Nous avions voulu, au fond, élargir d'abord le débat aux différentes approches possibles de l'intelligence artificielle. Parce qu'au fond, donner une définition de l'intelligence artificielle, c'est assez complexe. Les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux. C'est vrai que Luc Julia n'hésite pas à affirmer que l'intelligence artificielle n'existe pas. Le co-créateur de Siri, l'une des intelligences artificielles les plus célèbres, déclare en 1956, et je cite, « On a décidé d'appeler cela de l'intelligence artificielle, alors que cela n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle. Cette IA dont on nous parle à longueur de journée n'est qu'un outil, comme un bon marteau ou un couteau. » Il y a une vraie responsabilité des médias et des géants de l'Internet dans le recours au terme intelligence artificielle, qui paraît plus sensationnaliste que, en définitive, le terme mathématique ou statistique. Et cette tablette sémantique vise très certainement à, au fond, projeter les personnes, les citoyens, dans le fantasme que l'intelligence artificielle fonctionne comme eux, que la machine, au fond, est leur prolongement naturel. C'est pourquoi le concept de l'informatique avancée ou l'intelligence augmentée paraît assez intéressant. Alors, cette question a été évidemment sous-jacente à nos travaux, qui visait, comme je le disais, à explorer surtout les différentes approches de l'intelligence plutôt qu'à la définir, en tout cas dans un premier temps. Et afin de faciliter cette exploration, nous avons établi 3 ateliers, dont Benoît Mac vous parlera: la médecine, la justice et la gouvernance publique. On choisit ces thèmes, il aurait pu y en avoir d'autres, mais c'était, nous semblait, assez emblématique. La médecine, parce que l'intelligence artificielle permet des progrès fulgurants, mais elle permet aussi, je dirais, de pouvoir détecter votre santé mentale sur les réseaux. La justice, parce que la justice a le sentiment quasi unanime d'avoir une perte de repère de l'état de droit, mais aussi présente peut-être, à travers l'intelligence artificielle, l'intérêt d'y recourir, et de recourir par exemple à la capacité de résoudre un certain nombre de litiges, l'intérêt de peut-être se soumettre à de nouveaux mécanismes de preuve, l'intérêt aussi peut-être d'accepter la reconnaissance faciale, oui ou non. Toutes ces questions interrogent le juriste à bien des égards. Et la gouvernance publique, puisque l'intelligence artificielle facilite, il est vrai, des tas d'éléments, la mobilité dans la sphère publique, mais aussi la sécurité nationale, mais très vite intervient la question de savoir qui assure le contrôle et comment dans cet univers public. Alors, notre objectif, je vous rassure tout de suite, n'a pas été de faire le procès de l'intelligence artificielle, mais plutôt de mettre le dossier à l'instruction, comme l'écrivait un de mes collègues, fidèle au respect du contradictoire à charge et à décharge, en vue de se faire une opinion, des opinions sur ce qu'elle peut apporter, créer, mais aussi sur ce qu'elle peut détruire, tuer. Au-delà de la sémantique, c'est la question du sens qui nous a surtout rassemblés. Celle de savoir quels sont au fond, que peut-on attendre, quelles sont les évolutions possibles, que peut-on attendre de ces phénomènes, de ces nouvelles technologies, que peut-on, quels sont les espoirs des citoyens. L'objectif était de croiser nos regards, nos expériences à leur égard, partager nos savoirs, mettre nos expertises à leur disposition
et tenter de mieux appréhender et qualifier ensemble ce qui est en mouvement en se réinterrogeant sur les priorités en la matière. Prendre le temps de penser à ce qui est décrit au fond comme l'événement sans doute le plus transformateur de nos sociétés, comme l'était l'imprimerie à une certaine époque. S'interroger aussi sur le type de monde que les algorithmes induisent, avant de se soumettre à leur rationalité, à ce principe d'acceptation inconditionnelle des changements induits. Discuter ensemble des moyens pour faire face aux transformations, l'éthique, la transparence, sous l'angle juridique, rapatrier l'intelligence artificielle dans l'état de droit, par une régulation nationale et internationale, notamment, par exemple, pour l'usage des algorithmes de classement de contenu. Et surtout, sans doute, nous rappeler, dans le cadre de nos travaux, que l'interconnexion, l'interconnectivité est bien moins significative que l'interdépendance, qui permet de ne pas exclure et de comprendre les différences. C'est un moment important, selon le Center for Human Technology, que ce XXIe siècle, car la solution résiderait certainement dans un design plus humain et dans une technologie qui protège davantage notre esprit et renouvelle notre société et pas l'inverse. Comme Benoît Mack vous l'exposera, nous n'avons pas vraiment de conclusion définitive de ces travaux, mais un ensemble de perceptions et de réflexions à l'image des personnes qui ont participé. Au fond, en contribuant sans doute à transformer modestement cet aréna numérique en agora, avec la volonté de mettre un dispositif ensemble qui intègre des éléments rationnels et irrationnels, qui sera nourri des interventions de chacun et qui rencontre le débat démocratique en évitant au maximum l'entre-soi. L'Académie est avant tout une institution clé au service de la société. Notre secrétaire perpétuel nous l'a rappelé. En conclusion, vous l'aurez bien évidemment compris, la mort du rêve n'entraîne pas de plein droit la mort d'un rêveur. D'ailleurs, Benoît Mack et Benoît Friedman, bien vivants tous les deux, sont là, si besoin en est, pour le confirmer. Rêveurs praticiens ou praticiens rêveurs, je vous laisse le soin à leur propos de décider de la qualification à retenir après les avoir entendus et écoutés. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'ils sont porteurs d'une utopie que je qualifierais de salutaire et d'une réalité qui épouse par moments le rêve. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames les directrices et codirectrices de la classe, chers confrères, consoeurs, chers amis, donc il m'appartient à moi de faire le rapport de nos travaux, de ce qui s'est passé. En fait, nous avons décidé de travailler sur trois thèmes qui nous ont semblé vraiment très importants pour solliciter l'IA dans ses retranchements quelque part. Donc le premier thème, c'était l'intelligence artificielle et la gouvernance. Il était poussé par Hugues Bersini, qui s'est beaucoup intéressé à la vaccination, notamment la vaccination à Bruxelles. Et il s'est demandé, est-ce que la gouvernance doit être éclairée ou pas par les données, par l'intelligence artificielle, pour organiser les décisions qui sont prises en cette matière. Alors, on a décidé pour chacun des thèmes de constituer des équipes multidisciplinaires. Chaque fois, un concepteur d'intelligence artificielle, un utilisateur de l'intelligence artificielle et un questionneur, un juriste, un éthicien qui venait questionner. Donc dans ce groupe intelligence artificielle et la gouvernance, on avait Hugues Bersini en concepteur, Inge Neven en utilisatrice pour la gouvernance de la vaccination à Bruxelles et Antoinette Rouvroy qui est une juriste très engagée sur ces questions-là, une professeure à Namur sur la question éthique. Le deuxième thème, c'était l'intelligence artificielle et la justice. Et donc, ça, l'équipe pluridisciplinaire était composée de Karine, qui vient de nous parler, de Jean-Marie Jacquet, qui est professeur à Namur, le concepteur des systèmes. Karine, c'est l'avocate, l'utilisatrice. Et Grégory Levkovitch, sorry pour la prononciation, qui est un philosophe du droit qui travaille sur
sur ces questions-là. Enfin, le dernier thème, c'était l'intelligence artificielle et la médecine. Donc là, nous avions pris comme équipe pluridisciplinaire Philippe de Timary, qui est un médecin des cliniques Saint-Luc, qui dirige le département de psychiatrie aux cliniques Saint-Luc. Marie-Geneviève Pinsard, qui est professeure en philosophie à l'ULB, et moi-même, qui travaille pour le moment de façon intense sur la conception d'algorithmes pour l'aide à la décision médicale. Alors, on avait 3 équipes pluridisciplinaires et on a formulé 3 questions. Chacun a formulé 3 questions. Karine a fait sa vidéo de questionnement, Hugues Bersini et moi-même aussi. Et puis, on s'est dit, on va organiser la journée en commençant par un forum des concepteurs, des questionneurs et des utilisateurs. Et en fait, on a commencé nos travaux en interne, et puis la société stratégique Design Scenario nous a pris complètement à revers. Elle nous a dit, si vous voulez faire une journée participation citoyenne, oubliez de commencer par parler. Amenez les citoyens dans le questionnement et commencez la journée par une session de travail qui amène les questions, qui raffine les questions posées par les citoyens. Donc on a ouvert l'académie, on a invité un grand nombre de personnes, c'était envoyé partout. On a eu 85 citoyens, ce n'étaient pas tout à fait des citoyens lambda, mais c'était des gens qui n'étaient jamais venus à l'académie, qui sont rentrés nous rejoindre. 85 personnes se sont réparties. On a commencé la journée par un certain nombre de questionnements. Vous avez vu des boîtes, désirables, pas désirables, etc. Et puis on a réparti les participants en 3 sous-groupes, et ces sous-groupes ont tourné. Donc le dispositif, c'était très intéressant. On a découvert une façon de travailler qui était passionnante. Le dispositif s'appelle la fishbowl. Donc on crée un cercle où tout le monde est assis. Le centre du cercle, c'est l'endroit où les gens prennent la parole. On a mis les 3 experts au centre du cercle pour qu'ils puissent un peu orienter les débats, mais les personnes qui venaient au centre du cercle changeaient sans arrêt. Donc chaque fois qu'on prend la parole, on rentre au centre du cercle. On avait des scribes qui prenaient note des questionnements, des idées qui sont venues autour de la table, et puis on a collecté petit à petit ces éléments qui tournent autour des 3 thèmes. Vous voyez ici ces fishbowls avec les interventions. Donc on a quelque part fait percoler, on a mis le citoyen participant au débat, on l'a équipé puisqu'on a commencé par donner des vidéos, donner des informations, donner un certain nombre de choses, mais c'est le citoyen qui a orienté le débat, qui a amené les questions sur la table. C'était vraiment très intéressant, ça nous a permis, nous en tant qu'experts, entre guillemets, à être questionnés par des questions tout à fait surprenantes et qui nous aident encore aujourd'hui dans nos travaux. Alors, l'après-midi, c'était un retour des travaux des 3 groupes, et je voudrais vous en dire quelques mots, quelques spots. Le lieu le plus conflictuel fut sûrement l'intelligence artificielle et la gouvernance. On a vraiment 2 mondes complètement différents. Hugues Bersini, qui est convaincu que la mise à disposition de grandes données, de grandes bases de données, des données publiques, des données Facebook, etc., cette mise à disposition doit être utilisée par les gouvernants pour les aider à prendre des meilleures décisions. Et à l'inverse, on a le club d'Antoine Rouvroy qui trouve que donner ces algorithmes de façon trop facile et de façon trop immédiate dans les mains d'un dirigeant peut l'amener à estomper son rôle et en tout cas à le rendre paresseux quelque part dans son rôle de décideur qui doit s'engager face aux citoyens. Donc son engagement face aux citoyens, s'il se réfugie derrière l'algorithme, quelque part atténue son engagement et le rend... il y a une tentative de paresse de l'homme politique face à l'algorithme. Donc là, vraiment, il y a eu un choc des idées. Je dirais ce choc des idées est apparu peut-être un peu moins fort au niveau de la justice. Dans le monde de la justice, il y a des legal tech, il y a des fintech, qui sont des startups qui travaillent dans la finance avec l'intelligence artificielle. Des legal tech commencent à apparaître. Donc là, Grégory nous a rappelé que la justice, c'est un combat d'une partie contre une autre. Et donc, il faut tenir compte de cet existant. Et Jean-Marie Jacquet a une intervention lumineuse, je crois, en disant ce qui est important, c'est que ces outils soient accessibles à tous. Donc on est sorti de la réunion avec une idée, un projet. Est-ce que les algorithmes qui aident à prendre des décisions juridiques ne devraient pas être du domaine public et être mis quelque part en open source pour rendre les parties
rendre les discussions équitables dans un procès, dans une action en justice. Et le dernier thème qui était l'intelligence artificielle et la santé, ben là, certains citoyens ont découvert que on était observé sur Facebook, que Google, qui prend de la salive et qui fait des analyses ADN pour des millions de personnes, eh bien, commence à avoir une influence considérable. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais aussi beaucoup d'espoir, puisque les traitements comme le cancer, les traitements comme les maladies neurologiques vont pouvoir faire des progrès considérables par la personnalisation du traitement sur base des données. Et là aussi, la responsabilité du soin à la personne, le dégagement de la responsabilité est peut-être la question qui était la mieux posée par un des participants qui a dit, en fait, votre assistant numérique qui va s'occuper de vous, qui va prendre toutes vos données, qui va prendre soin de vous, qui va vous donner des instructions, il nous a dit, mais dans le temps, ça existait dans les familles et dans les villages, où on faisait attention quand quelqu'un n'allait pas trop bien, hein, c'était la personne qui était à côté de vous qui vous aidait. Là, maintenant, vous pensez que c'est l'assistant va le remplacer. Donc, je pense que cette question qui était posée là montre bien que l'intelligence artificielle est un outil formidable qui va nous permettre de réfléchir collectivement ensemble mieux, de prendre des décisions meilleures parce qu'elles seront mieux informées, mieux éclairées, mais elle n'exonère pas la responsabilité qu'on a en tant que personne de prendre soin des gens qui sont autour de nous, de le faire dans une visée altruiste et pas dans une visée de performance. Vous voyez ici quelques vues hein, du rendu. Vous avez vu auparavant, je pense, des vues sur le fishbowl. Ceci, c'est le moment de tension entre Antoinette Rouvroy et Hugues Bersini. Alors, avant de finir mon intervention, moi, je voudrais souligner le génie de nos deux codirectrices hein, qui ont pris ce risque. Hein. D'habitude, l'Académie parle aux citoyens. Et ici, c'est l'inverse. C'est les citoyens qui sont venus, 85 personnes sont venues nous parler, sont venues nous donner leurs questionnements, et c'était d'une richesse extraordinaire. Alors ces questionnements, on les a repris dans un site web qui s'appelle WebDep. Vous avez 3 QR codes ici qui vous permettent de nous rejoindre dans ce débat citoyen. Et donc, un certain nombre de questions ont été posées avec des avis en faveur, en défaveur. Donc le débat continue sur le web. WebDep est un outil qui a été lancé par Bernard Delvaux, un sociologue de l'UCL, qui est beaucoup utilisé dans l'enseignement, mais pas assez par les citoyens. Je pense que c'est un outil intéressant. J'ai laissé plusieurs feuilles ici en sortie qui vous permettent de nous rejoindre dans ce débat. Et alors, on avait parlé d'introduction. Effectivement, on s'est un petit peu chamaillé, Hugues et moi, sur la définition de l'intelligence artificielle, vous vous en rappelez. Et donc, on a une petite brochure ici à l'entrée qui est un compromis entre Hugues Bersini et moi-même sur ce que c'est l'intelligence artificielle. En trois colonnes, vous pouvez les lire et vous capterez ça de façon rapide. Alors, je voudrais surtout remercier Isabelle et Véronique. Hein, vous avez été vraiment génial de nous suivre dans cette aventure un peu folle, de prendre l'Académie à l'envers et de mettre au centre de l'Académie le citoyen plutôt que le savant. Et particulièrement, Véronique, j'ai apprécié ta baguette magique qui est intervenue à certains endroits. J'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, une belle expérience humaine. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Académie et directrice de la classe, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers confrères et consoeurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier Isabelle Ferraras pour ses propos bienveillants et puis aussi pour m'avoir fait l'honneur et le plaisir de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette séance publique annuelle. En même temps, il faut quand même dire 2 mots d'explication sur ce que une personne qui travaille comme philosophe et comme juriste a à venir à raconter sur les algorithmes et l'intelligence artificielle et reconnaître immédiatement que ma connaissance dans le domaine est très partielle et peut-être très partiale. En tous les cas, elle résulte
pour l'essentiel du collectif, de discussion collective, et d'abord de discussion au sein de cette classe technologie et société, qui est composée d'une manière assez idéale pour envisager la question que nous traitons aujourd'hui, puisque vous avez à la fois des ingénieurs dont certains conçoivent et mettent en œuvre ces algorithmes, certains ont pris la parole il y a peu de temps, et puis vous avez des spécialistes de différentes sciences sociales qui, eux, mesurent en quelque sorte dans leur discipline les conséquences des transformations en cours et aussi énoncent un certain nombre d'enjeux, comme cela a d'ailleurs été rappelé au début de cette séance. Et donc, je dois dire, je remercie tous les consoeurs et confrères avec qui j'ai pu, lors des séances de la classe, dans la discussion plus privée, m'entretenir, et spécialement je vais citer quelqu'un dont le nom a déjà été beaucoup cité, qui est Hugues Bersini, parce qu'il a été un peu mon guide dans mon premier guide dans ce domaine de l'intelligence artificielle, et nous avons surtout l'occasion de travailler sur de multiples projets au sein de l'université ou dans des collaborations interdisciplinaires, ce qui me permet évidemment d'apprendre beaucoup. La deuxième chose, c'est que au sein du centre Perelman de philosophie du droit où je travaille, eh bien, nous mettons l'accent, le sujet prioritaire que nous traitons depuis quelque temps, nous avons comme spécialité de travailler sur les nouvelles normativités, mais depuis quelques années déjà, nous mettons l'accent sur l'algorithmisation du droit et de la justice, et tout spécialement aussi sur le contrôle par l'état de droit des algorithmes, sujet qui a été évoqué déjà et dont l'importance a été soulignée par Karine Doutre-Lepont. Voilà donc ce qui me permet de prendre la parole devant vous, mais je suis très sensible évidemment à ce qu'a dit le secrétaire perpétuel sur l'objet d'une séance comme la séance publique, et il ne s'agit pas du tout pour moi de tenir devant vous des propos techniques. Alors, ni sur le plan informatique, j'en serais d'ailleurs totalement incapable, mais ni même sur le plan juridique. J'ai voulu laisser ces questions de côté pour aborder le problème d'une manière beaucoup plus quotidien, ce qui paradoxalement est aussi une manière beaucoup plus philosophique d'aborder la question, en quelque sorte. Mais en tout cas, j'ai essayé de ne pas me réfugier dans la technique, dans la mesure où la technique est au fond un moment de confort du spécialiste lorsqu'il a du mal, comme nous avons tous du mal, à penser notre présent. On a beau jeu d'expliquer le passé, mais dès lors qu'il s'agit de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, nous évoluons dans le noir et nous essayons comme ça de saisir quelques pans du manteau de la réalité. Mais c'est bien connu, l'oiseau de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit, et il est aussi difficile pour nous de saisir le monde dans lequel nous sommes qu'il était facile pour le baron de Munchausen de se tirer par les cheveux pour s'extraire du marécage dans lequel il s'était embourbé. C'est donc une tâche particulièrement difficile que d'essayer de comprendre ce monde dans lequel nous entrons, et probablement, il faut dire, dans lequel nous sommes déjà de plein pied, même si, c'est toujours comme ça que ça se passe, nous ne sommes pas encore, ou tout le monde ne s'en est pas encore complètement rendu compte. Alors, quel est au fond ce monde? Vous savez, on le qualifie souvent de société numérique. Alors, c'est quoi la société numérique? Bon, on entend les nombres, au fond, mais cela fait bien longtemps, et ce n'est pas du tout nouveau, et ce n'est pas l'objet de notre rencontre, que nous vivions dans une société de chiffres et de nombres. Ça fait bien longtemps que notre rapport à la société elle-même et au monde est en fait totalement médiatisé par des chiffres. Et nous l'avons encore expérimenté de manière particulièrement spectaculaire lors de la crise du Covid. Vous vous rappelez, au début du confinement, de la crise intense, nous étions tous suspendus à une courbe qui nous était en permanence présentée
et il fallait lisser la courbe. Vous vous rappelez, on avait... Pour ceux qui ont quelques vieux souvenirs de mathématiques comme moi, on comprenait qu'il y avait une affaire d'intégrale, mais qu'il fallait qu'au niveau de la surface en dessous de la courbe, mais enfin qu'il fallait la lisser sur un plus grand espace de temps. Voilà quel était notre rapport, voilà quelle était la justification qui nous a été proposée, je ne la critique pas, de mesures aussi inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale que le confinement. C'était ce rapport aux chiffres. Et puis on s'est demandé plus récemment comment allait se faire l'après-Covid. Et là on s'est dit, est-ce qu'on va avoir une courbe en V, vous voyez, après la chute vertigineuse, une remontée spectaculaire, ou alors une courbe en W, j'ai un peu moins bien compris, mais c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre, ou alors une courbe en L. Une courbe en L étant évidemment, si j'ai bien compris, tout à fait catastrophique. On est plutôt dans le V ou le W selon ce que je comprends. Et même quand on parle au fond de la question du réchauffement climatique, outre, il y a évidemment le côté que nous avons eu très chaud les étés précédents, mais enfin pas juste là le dernier. Et en réalité, nous avons appris à nous méfier de cette idée que dès qu'il fait un peu plus chaud, c'est qu'il y a réchauffement climatique, et que dès qu'il fait un peu plus frais, c'est que le réchauffement climatique finalement n'est pas réalisé. Et nous sommes là en train de savoir qu'on se dit qu'il faut absolument limiter le réchauffement à 2 degrés, que pour ça il va falloir réduire d'autant de pourcents les émissions de carbone sur une période de temps qui, etc. Donc on a tout à fait ce rapport dans les chiffres. Alors cette société-là, c'est la société des statistiques, c'est la société des prévisions, et moi ce que je voulais vous proposer comme réflexion, c'est de savoir ce qui séparait cette société, alors on va le dire algorithmique, hein, on a pris le parti ce matin, et je pense que c'est une excellente chose de ne pas se lancer dans des définitions, quelles seraient les différences entre la société algorithmique en gestation ou déjà présente et la société statistique. Et je voudrais en présenter 4 succinctement. La première, elle est de loin la plus connue, la plus débattue, c'est ce qu'on appelle le big data. Le big data, c'est tout simplement une augmentation gigantesque du nombre de données que nous enregistrons, que nous numérisons, que nous stockons dans des bases ou des banques de données, que nous croisons avec d'autres données, c'est un élément absolument essentiel, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir, mais pour la gouvernementalité algorithmique, c'est fondamental, que nous croisons avec d'autres données et sur lesquelles nous pratiquons des opérations, des calculs qui permettent d'augmenter notre savoir et d'éclairer un certain nombre de nos choix. Alors on pourrait dire, mais ça, ce n'est qu'un changement de degré, ce n'est pas un changement de nature. Et je voudrais citer ici une deuxième fois déjà, une dernière fois, le grand philosophe Hegel, et un des éléments les plus discutés de sa dialectique, c'est que la quantité se transforme en qualité. Ce qui veut dire certainement plein de choses, mais qui, pour le sujet qui nous occupe, veut dire qu'à partir d'un certain niveau d'accroissement de données, en fait, nous rentrons dans une société d'un autre ordre que la société des statistiques. Et c'est quelque chose, pour donner une illustration dans un autre champ scientifique, que les physiciens nous ont appris au niveau de la réduction des éléments de la matière à un niveau des nanoparticules, où on voit que quand on change d'échelle de manière extrêmement importante, eh bien, la matière peut changer elle-même de propriété. Et donc, on voit là le lien entre cette idée de quantité et de qualité. Sortons des grandes dialectiques philosophiques et entrons dans des exemples quotidiens, puisqu'aussi bien c'est le mot la dimension que j'ai souhaité mettre en avant dans cet échange avec vous. Alors, le rapport à nous-mêmes d'abord, hein, le fameux bracelet Fitbit, hein, par lequel l'être humain, alors
je ne sais pas combien de vous en portent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience de ça, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais enfin, mon père est un grand fan. Qui, en fait, capture en permanence vos données. Des données de rythme cardiaque, des données de tension, mais aussi il existe d'autres appareils maintenant pour mesurer, sans être incommodant, sans prise de sang, le niveau de sucre, le diabète ou les questions d'apnée du sommeil, etc. Et donc nous avons un rapport à nous-mêmes qui est lui-même maintenant médiatisé par un ensemble de données. C'est plus la question de savoir si on se sent bien ou si on se sent mal, mais tout ceci est objectivé dans des données qui s'enregistrent et où vous voyez l'évolution. Et d'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y avait quelques applications qui avaient été discutées lors de la journée du 24 octobre. Et évidemment, rien de plus quotidien, en quelque sorte, que notre rapport à notre corps. D'autres exemples de données qui sont collectées, les compteurs intelligents au niveau du gaz et de l'électricité, qui font plus que de simplement mesurer pour vous le facturer votre consommation, mais qui vont pouvoir détecter très très finement vos habitudes de consommation. Autre exemple, les mouchards, le mot n'est pas très joli, mais les appareils que les compagnies d'assurance proposent d'installer dans vos voitures contre une diminution de la prime et qui vont enregistrer l'ensemble des éléments de votre conduite, ce qui va permettre, nous dit-on, d'éduquer les voitures autonomes, mais aussi d'avoir une meilleure connaissance des facteurs de risque d'accident et donc en vue de pouvoir les prévenir. Et puis, un élément encore qui ressort de notre quotidien au travail, cette fois-ci, c'est que Microsoft propose aux employeurs qui achètent des suites Office comme vous le connaissez bien pour l'ensemble de leurs travailleurs, eh bien, ils leur proposent un programme à l'essai qui s'appelle Workload Management et qui va permettre à l'employeur d'avoir un tableau de bord qui permet de savoir, au fond, exactement comme dans le processus industriel, on essayait dans un contrôle qualité de suivre pas à pas les différentes étapes de fabrication du produit pour voir éventuellement là où il y avait un défaut ou bien, et revenir en arrière le cas échéant, et ou de pouvoir effectuer des gains de productivité, eh bien ici, l'employeur va pouvoir savoir en gros le temps que les travailleurs passent en réunion Teams, à écrire des emails, à lire des documents et quels documents ils lisent, et à mettre en rapport tout ceci avec l'avancement de l'exécution de leurs tâches vers l'objectif qui a été assigné. Alors, vous voyez, cela fait entrer les données dans des domaines qui nous concerne, qui nous cerne d'une certaine manière de beaucoup plus près que, bien entendu, des statistiques générales sur le chômage ou l'inflation ou la croissance économique. Donc, premier élément. Deuxième élément qui me semble le plus important des quatre que je voulais vous soumettre, c'est que, alors que les statistiques sont générales, nous permettent de savoir qu'au fond, il y avait autant de chômeurs, que maintenant, il y en a un peu plus ou il y en a un peu moins, les systèmes de traitement de données dont nous disposons sont à la fois généraux et singuliers. Je m'explique avec les exemples que je vous ai déjà donnés. L'employeur qui dispose de workload management peut savoir ce qui se passe dans son entreprise, mais il peut aussi zoomer exactement sur le travail que hier Madame Rosa a effectué pendant qu'elle était en télétravail chez elle. Et il peut évidemment savoir ce qu'elle a fait pendant toute la semaine, savoir ce qu'elle a fait depuis qu'elle travaille dans l'entreprise, comparer les performances de Madame Rosa à celles de Monsieur Victor, et le cas échéant, convoquer Madame Rosa pour avoir un entretien avec elle, ou pour lui donner une prime, ou pour lui donner un avertissement, ou pour revoir avec elle les objectifs de travail. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle du micromanagement, mais ça,
évidemment, c'est un changement très considérable. C'est-à-dire, pour prendre un autre exemple que je vous ai donné, le mouchard, qui est donc une sorte de boîte noire que vous avez intégrée dans votre voiture, est celle aussi qui, lorsque vous aurez un accident, va pouvoir, exactement comme on le fait dans un avion, déterminer quelle a été votre conduite pendant les moments qui ont précédé l'accident et donc pouvoir donner des informations importantes sur les responsabilités. Le compteur intelligent en Belgique, ou les compteurs en général, en vertu de la loi, les communications relatives aux compteurs doivent être communiquées aux organismes en charge des allocations sociales. Alors, vous allez me dire quel rapport entre le compteur de gaz et d'électricité et les allocations sociales. Eh bien, l'idée est, et encore une fois, c'est la loi qui l'organise, l'idée est pour l'administration de pouvoir ainsi dépister des fraudeurs. Notamment ceux qui se prétendent isolés, mais qui ont une consommation de gaz et d'électricité qui montre qu'en réalité, ils vivent en ménage. Ou également pouvoir voir, alors là, ça suppose des compteurs intelligents, plus le compteur est intelligent, plus il est capable de donner des informations, à quelles heures la personne en question est présente ou absente de chez elle. Donc, ce deuxième élément me semble absolument décisif dans les questions dont nous parlons. Le troisième élément, c'est que, alors qu'on attend toujours les statistiques, on attend les derniers chiffres du chômage, on attend les derniers chiffres de la croissance, etc., avec certains dispositifs algorithmiques, on n'attend pas. Et on a un traitement en temps réel. Et ça change également beaucoup de choses. Je pense aux applications que les gens utilisent pour se déplacer en voiture, non seulement pour trouver le chemin, mais également pour avoir accès au chemin le plus court, qui, en raison notamment des embouteillages qui parfois arrivent dans notre pays et pour accéder à Bruxelles notamment. Ça ne vous sert pas à grand-chose, évidemment, que Waze ou une autre application vous donne les statistiques de la semaine dernière ou de la veille. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est d'avoir que l'ensemble du trafic soit géré en temps réel, et ce qui va vous conduire, enfin c'est pas vous d'ailleurs, vous êtes juste l'interface entre le volant et l'application, qui va vous dire, et maintenant, dans 100 mètres, tournez à gauche, alors que les autres matins, on vous dit de tourner à droite. Et donc là, vous avez un élément qui est important pour le gouvernement de soi, donc le fait d'obéir à son application, mais également dans d'autres circonstances. J'ai entendu récemment, donc, si je vous livre l'anecdote, d'un présentateur de télévision très populaire qui fait ses émissions avec son smartphone sur la table et qui a, contrairement au système ancien, on a les statistiques d'audience le lendemain à 11h en France, je ne sais pas quand en Belgique, une fois par semaine, je pense en Belgique. Ici, il a les audiences en temps réel. Quelle est la différence? La différence, c'est évidemment que quand il voit que l'audience monte, il continue l'interview, le jeu, l'activité, et quand il voit que les spectateurs sont en train de le fuir pour une autre chaîne, il coupe court, évidemment, l'interview. Donc, vous voyez que le type de réaction que l'on a est à ce moment-là différent. Et le quatrième et dernier élément qui s'attache à ces dispositifs algorithmiques ou à certains d'entre eux, mais tout ça forme système, tout ça fait partie de quelque chose qui se met en place, c'est la capacité d'exécution automatique. Alors la capacité d'exécution automatique, c'est par exemple, pour reprendre les cas que je vous citais en commençant, eh bien vous n'avez pas payé votre facture, le compteur il va il va se couper automatiquement, il n'y a pas besoin, enfin c'est pas le compteur qui se coupe, excusez-moi, c'est l'arrivée de gaz ou d'électricité qui va se couper ou être réduit à un niveau minimum selon les règles légales, etc. Vous avez, alors c'est pas le même dispositif que les boîtes noires dont j'ai parlé, mais vous avez également dans les voitures un dispositif qui fait que la voiture va se ranger et qu'elle va refuser désormais de démarrer, par exemple parce que vous n'avez pas payé le loyer de votre leasing, ou bien parce qu'on estime pour telle ou telle raison, je ne connais pas le détail, que les conditions de sécurité de la conduite ne sont plus
réunis. De même, pourquoi est-ce que l'employeur qui utilise Microsoft Workload Management devrait-il se fatiguer à avoir un entretien personnalisé avec Madame Rosa dès lors que le logiciel peut très bien envoyer à Madame Rosa l'avertissement qui lui dit que ça fait quand même la 3e fois qu'elle a passé trop de temps en réunion par rapport Teams, par rapport à l'avancement de son projet et qu'il serait temps qu'elle se remette dans des meilleures dispositions. Donc, ces éléments d'exécution automatique sont largement liés, mais pas tous, hein, dans mon dernier exemple, mais sont liés à la question dont on a beaucoup discuté il y a 2 ou 3 ans, qui était l'Internet des objets, vous vous rappelez? Et donc, ce que nous avons, c'est en réalité, par rapport au réseau, à la fois des capteurs de données, mais on peut avoir... il faudrait que les spécialistes expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais on peut avoir en fait des relations dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des capteurs qui envoient des informations vers le réseau, mais aussi le réseau qui envoie des instructions vers les objets et qui donc font que vous roulez plus en voiture et vous chauffez plus et vous etc. Ou vous pouvez plus rentrer dans votre maison. Hein, il faut se méfier un peu de la domotique parce que vous présentez quelques mensualités de retard dans cet extraordinaire emprunt hypothécaire à très bateau que vous avez pu souscrire. Alors, oui, vous avez encore un point qui est important de ce point de vue-là. Si on revient aux données personnelles de santé, là encore, on va envoyer vers le réseau des informations qui vont faire, et ça se pratique déjà dans plusieurs pays, qui vont faire que vous allez recevoir une convocation, voire un médecin va vous téléphoner ou un appel va vous téléphoner pour savoir si vous allez bien. On va vous proposer un rendez-vous parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal dans votre rythme cardiaque. Ou alors, et ceci existe aussi, je ne fais pas de science-fiction dans le cadre d'une séance de l'Académie, je n'oserais pas, ou aussi vous allez avoir un avis de l'assurance maladie-invalidité par la sécurité sociale belge qui va dire que votre prime augmente parce que désormais votre niveau de risque, vu l'état de votre taux de cholestérol, votre niveau de risque augmente et que dès lors on ne peut plus vous assurer au même prix, d'autant plus que l'état de votre frigo connecté nous a montré que vous n'avez pas effectué les changements alimentaires qu'on pouvait attendre de vous. Alors, tous ces dispositifs algorithmiques, on se rend bien compte à quel point ce sont des formidables mécanismes pour l'extension de nos savoirs et même pour la gestion de tout un tas de choses. Alors, je n'y connais rien et je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs présents dans la salle et donc qu'ils crient en fonction des bêtises que je dirais, mais on peut comprendre à quel point quand on a pour prendre là encore des exemples récents et dramatiques, quand on a des crues qui s'amorcent avec des pluies diluviennes, que le fait qu'on puisse avoir un nombre de capteurs très important et des dispositions d'exécution automatique qui vont faire ou pas des lâchers d'eau en quelle quantité, etc., on peut s'imaginer à quel point cela peut nous aider. Ou quand nous avons le mix énergétique, merci, qui est le nôtre, et qu'il va falloir à un moment T décider exactement ce qu'on va mettre en marche comme centrale par rapport à ce que produisent les éoliennes, etc., on comprend à quel point on a là des mécanismes de régulation qui constituent potentiellement des progrès, ou réellement, parce que tout ça se fait déjà, des progrès énormes. Mais la question, là où la question est plus délicate, et ça a déjà été soulevé, et ça a été rappelé en disant « Oula, le panel qui a posé problème, c'est le panel de la gouvernance ». Et effectivement, là où c'est plus délicat, c'est que lorsqu'on applique ces dispositifs dont j'ai tenté de souligner l'une ou l'autre caractéristique, à
la conduite des conduites, à la gouvernance, au pilotage du comportement des êtres humains. Alors, il faut vous dire, je fais un bref excursus là-dessus pour dire que c'est une vieille idée. C'est une vieille idée d'avoir des processus de régulation scientifique des comportements humains. C'est une idée qui est aussi ancienne au moins que la Révolution française, où on a en fait à l'époque deux idéaux qui évoluent en parallèle et qui ne se sont pas encore séparés, c'est-à-dire l'idée au fond d'un gouvernement démocratique, et d'un autre côté, quelque chose qui est très important, c'est l'idée du gouvernement par la raison. Et lors de la fête de la Fédération, premier anniversaire, etc., de la Révolution, la statue que l'on adore en quelque sorte et qui a remplacé Dieu ou dans l'idéal des révolutionnaires, ça n'est pas la démocratie, c'est la déesse raison. Hein. Et on croit pendant un temps, parce qu'on fait confiance à Jean-Jacques Rousseau, que les deux vont de pair. Hein. Rappelez-vous, la volonté générale est toujours droite, elle ne peut pas errer. Hein. Donc cette idée que au fond, cette volonté un peu mythique ou mythisée de l'ensemble du peuple va coïncider exactement avec les exigences de la science et de la raison. Nous en sommes revenus, l'histoire nous a guéris de cette utopie et ça nous a coûté très cher et nous voyons encore aujourd'hui tous les jours que ça n'est pas le cas. Mais donc cette idée a été cette idée d'un gouvernement scientifique de la société. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de présenter une séance à la classe sur ces questions, depuis Saint-Simon jusqu'aux socialistes utopiques du XIXe siècle. Cette idée d'un gouvernement qui serait plutôt par la science que par les peuples, quelque chose qui a tenté, et notamment, spécialement, je le dis une nouvelle fois à mes consoeurs et confrères ingénieurs, spécialement tenté les ingénieurs depuis longtemps. Et ça a donné lieu à une forme de gouvernement qui a été beaucoup critiquée, qui a été beaucoup pratiquée, qui est la technocratie. Mais est-ce que ce qu'on nous propose au niveau des algorithmes, c'est de la technocratie? Est-ce que, au fond, Hugues Bersini cache soigneusement derrière la science une sorte de volonté de récupérer le pouvoir, etc. Non, je ne le pense pas. Alors non pas parce que j'ai fait une enquête auprès d'Hugues Bersini, mais parce que l'histoire des idées montre qu'il y a un changement, mais qu'il y a un changement qui n'est pas du tout récent. C'est un changement qui se produit au niveau de la cybernétique, c'est-à-dire au fond de l'après-guerre, c'est-à-dire exactement du moment, c'est 56, on invente le mot intelligence artificielle, c'est le moment de développement des ordinateurs, etc. Et il y a cette idée qui est notamment développé par un penseur anglais. Enfin, c'est pas tellement un penseur, il est devenu un penseur, c'est un manager, un informaticien, etc., qui s'appelle Stratton Bear, et qui explique que l'être humain est tout à fait capable de jouer à homo faber, il peut organiser la production des choses, leur distribution, etc., mais que par contre, ça le dépasse, les questions d'organisation le dépassent. Et que le mode que nous avons, qui consiste en fait à rapporter à un chief executive officer, voire un conseil d'administration, mais disons un comité de direction, nos problèmes d'organisation, est une idée idiote. Parce que ça n'est finalement que de confier énormément d'informations à un seul homme ou à un groupe d'hommes qui sont des experts, mais qui sont complètement dépassés par la complexité même des données. Évidemment, l'évolution du big data tel que je vous l'ai décrite semble confirmer ce point. D'où l'idée qu'il ne faut plus confier la régulation des organisations à des chefs ou à des êtres humains, mais à ce qui s'appelle alors des régulations cybernétiques et qui sont devenues aujourd'hui des algorithmes. Et donc l'algocratie, si vous voulez, c'est pas la même chose que la technocratie. Il ne s'agit pas de faire confiance à des gens, y compris des ingénieurs. Il ne s'agit pas de mettre des ingénieurs à la tête de l'État ou de
des sociétés, il s'agit de concevoir des instruments qui, eux, vont pouvoir produire des régulations optimales. Tout ça, c'est évidemment sur le terrain des idées où je me meus depuis 5 minutes. Mais évidemment, c'est important pour comprendre quels sont les programmes qui sont poursuivis par ces gens qui travaillent au jour le jour sur ces outils. Alors, qu'est-ce que ça pose pour revenir à la dimension quotidienne ? Qu'est-ce que ça pose? Et je remarque que je n'ai pas du tout veillé au temps. Donc, si quelqu'un peut me dire de combien de temps je dispose de 10 minutes. Eh bien c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que, sur le plan anthropologique, je dirais, enfin, on va le dire beaucoup plus clairement, sur le plan de la vie quotidienne, qu'est-ce que ça nous fait ces dispositifs algorithmiques qui nous entourent? Bien, premièrement, évidemment, ce sentiment d'être surveillé, ce sentiment d'être épié en permanence. Il y a certains, paraît-il, à qui ça fait plaisir, lorsqu'ils ont discuté avec leur compagne ou leur compagnon de savoir s'il ne fallait pas acheter une nouvelle bibliothèque, de voir immédiatement apparaître pendant une semaine tout un tas de propositions qui proposent des bibliothèques à des prix défiant toute concurrence. Moi, je dois dire, ça me panique plutôt, ça me fait peur, et effectivement, il y a le fait que, y compris dans les dimensions les plus intimes, nous avons l'impression d'être complètement surveillés. D'abord parce que Facebook a réussi cet exploit de nous faire divulguer ce que nous avions, de publier ce que nous avions de plus intime et d'en céder complètement la propriété intellectuelle. Ça, il faut quand même saluer cet événement, ce fait de société, en quelque sorte. Mais aussi, bien entendu, par l'ensemble des différents types de données dont j'ai déjà donné plusieurs fois les exemples, qui nous cernent au plus près. Et ce sentiment d'être surveillé, à partir du moment où les objets connectés que j'ai évoqués vont se multiplier, risque de devenir vraiment très, très oppressant. Donc je crois que ceci est quelque chose qui est bien compris par tout le monde, d'autant plus qu'on y va, c'est la politique européenne, vers l'idée d'une identification unique de chaque personne sur le plan électronique, ce qui en termes de croisement des données va encore considérablement simplifier les choses, et que nous avons aussi, c'est une des plus grandes réussite, je parle toujours sous le contrôle de mes consoeurs et confrères, de l'intelligence artificielle, c'est les progrès absolument considérables de la reconnaissance faciale qui sont utilisés. Alors on pense toujours que ça se passe loin, en Chine, etc., et qui permettent ainsi de reconnaître directement, soit par des caméras, soit par les lunettes connectées, tous les éléments de l'identité, l'idée de l'individu perdu dans la foule, qui était au fond la manière dont dans cette société de masse, nous avions récupéré une certaine part de notre intimité. Eh bien, cette idée s'estompe complètement. Nous ne sommes plus du tout perdus dans notre foule, dans la foule, avec ces caméras, avec les lunettes des autres, avec le fait que nous portons dans notre poche, nous avons bien été obligés pour montrer notre Covid Safe Ticket, notre petit appareil dont Mathieu Michel nous a appris que bientôt cela constituera notre carte d'identité et notre portefeuille électronique avec nos différents accès, etc. Donc, on se sent un peu cerné, on va dire les choses de cette manière-là. La deuxième chose qui me semble peut-être un peu moins connue et du coup plus intéressante, c'est que ce type de dispositif peut nous assigner à un destin tel qu'il nous est prédit. Je me rends compte que cette phrase est un peu abstraite et je voudrais en donner un exemple. Puisque j'ai peu de temps, je vais aller au plus vite. Et donc, il existe un logiciel, il est bien expliqué, une application bien expliquée sur Internet, qui est actuellement testée à Los Angeles et qui est en voie d'être généralisée et qui consiste à repérer, dès le plus jeune âge, les enfants futurs délinquants. Et donc, on fait ça comment? On a des bases de données dans lesquelles on va utiliser beaucoup les données qu'on a sur les parents.
en termes d'arrestation, en termes de consommation de stupéfiants. On va aussi utiliser les informations relatives à la réussite scolaire, et on va croiser tout cela pour, au fond, déterminer, comme on le fait, c'est les vieilles théories de la défense sociale, mises au point par un grand académicien de cette maison, Adolf Prinz, l'idée qu'on va diminuer le risque en ciblant dès que possible les catégories dangereuses, soit pour les éduquer, c'est Prinz qui a sorti les mineurs du droit pénal classique, puisqu'il ne faut pas jeter les enfants en prison comme on le faisait, ou les exécuter comme on le faisait, mais qu'il faut les éduquer. Enfin, il faut voir ce que ça veut dire, éduquer la jeunesse les mineurs en danger. Hein, vous connaissez les problèmes de ces institutions. Soit on va les reléguer. Hein, c'est ça la loi de défense sociale, où vous aviez des gens qui allaient, comme disent les juristes, à fond de peine, et puis qu'on gardait encore 5 ans, 10 ans, 20 ans en prison, parce qu'on considérait que c'était des individus dangereux pour la société. On ne peut plus faire ça pour des raisons de droits de l'homme aujourd'hui. Et donc, vous voyez, si on mêle cette histoire de déjà assigner un destin à une personne, que ce n'est pas le sujet du jour, que vous pouvez éventuellement accompagner de l'analyse des données génétiques. Hein, et ça, c'est dans l'air. On n'en parle pas tellement pour le moment avec l'intelligence artificielle. Mais le couplage, évidemment, de tout ce que nous avons dit ce matin avec les informations que nous pourrons de plus en plus tirer du génome donnent des perspectives qui permettent en fait de réaliser des rêves, j'ai évoqué Adolf Prinz, qui ont déjà été énoncés en 1880. C'est le genre de choses, c'est-à-dire découvrir les criminels nés, soit par leur prédisposition biologique, avant on pensait que c'était la forme du crâne, maintenant on pourrait penser au code génétique, soit en vertu de leur prédisposition sociale, c'est-à-dire de leur appartenance aux fameuses classes dangereuses. Donc on voit que dans ce système qui est un système de savoir, les algorithmes sont là pour développer un savoir, ce savoir développe une prédiction, cette prédiction génère en fait une décision, ça c'est le point clé. Hein. C'est quand on passe de la prédiction à la décision. Donc, on prédit que cet enfant risque d'être délinquant, mais on ne va pas rien faire avec cette prédiction. Hein, on va évidemment devoir prendre une décision, prendre une mesure pour essayer de prévenir cela. Ce passage de la prédiction qui est dans l'ordre du savoir à la décision qui est dans l'ordre du politique est le moment où, bien entendu, s'allume chez un certain nombre de gens, normalement tous les citoyens, un signal fort d'alerte qui demande en réalité que ce type d'algorithme soit soumis au contrôle le plus exigeant de l'état de droit. Ça, c'est le thème sur lequel moi je travaille principalement, une équipe travaille principalement pour le moment, mais comme je vous l'ai promis, je ne vous en dirai pas un mot aujourd'hui. Je dirais plutôt, comme dernier élément, et puisque le temps est venu de conclure, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est encore un élément de réflexion qui, je dois dire, n'est pas encore très assuré, qui sera peut-être, que vous contesterez peut-être, mais je remarque, enfin, après l'exposé que je vous ai fait, on a l'impression d'une régulation algorithmique qui est extrêmement stricte. On ouvre des compteurs, on ferme des compteurs, la voiture s'arrête, on est convoqué, etc. En réalité, quand vous voyez les dispositifs algorithmiques de gouvernance, ils ne prennent pas cette allure-là, tellement, les principaux, et ils allient les éléments que j'ai tenté d'exposer devant vous avec le maintien d'une gouvernementalité néolibérale. C'est-à-dire qu'ils maintiennent, ils ne vont pas vous dire exactement ce que vous devez faire, simplement, ils vont peser par des incitants, positifs ou négatifs, sur vos choix pour vous inciter à utiliser votre liberté dans le sens de ce que vous devriez faire pour l'intérêt général. Par exemple, dans la crise actuelle du Covid, il me semble... Je peux me tromper, mais je dirais que si cette crise était arrivée il y a 50 ans, l'obligation vaccinale, et qu'on avait découvert un vaccin, ce qui n'aurait pas peut-être été le cas, et certainement pas si vite, l'obligation vaccinale aurait été décidée. Aujourd'hui, on dit non, on ne peut pas obliger à vacciner.
Mais alors il y a plein de gens qui ne se vaccinent pas. Oui, mais on crée un Covid Safety Kit que vous avez dû présenter à l'entrée et qui va faire en sorte que vous avez tout à fait le choix de ne pas vous faire vacciner. Mais alors vous devez faire tous les 3 jours un test à 45 €, ou alors vous ne pouvez plus participer à des activités culturelles comme celle-ci, sportives, aller au café ou aller au restaurant. Donc il ne s'agit pas... Et alors on vous dit, mais c'est un instrument de liberté. Vous avez le choix, mais évidemment, ce choix est mis sous contrainte pour aligner votre comportement sur l'intérêt général. Et je crois que ça explique, dans une certaine mesure, de manière sauvage, d'après les nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec un certain nombre de gens non vaccinés, vous avez évidemment des gens qui sont tout à fait pro-vaccin, moi j'en suis, vous avez des gens qui sont tout à fait anti-vaccin, et puis vous avez tout un tas de gens avec qui vous parlez et qui vous demandent « mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire en fait ?» Et simplement, ils disent, écoutez, moi j'entends des informations d'un côté, j'entends des informations de l'autre, je ne sais plus quoi penser, et en réalité, du coup, eh bien, je ne fais rien. Il y a une sorte c'est un réflexe assez logique. Moi, personnellement, je fais la même chose. Quand je ne sais pas quoi penser, j'ai tendance à m'abstenir. Dans le doute, abstiens-toi, dit la sagesse populaire. C'est probablement pas la bonne décision, mais enfin, c'est humain. Et donc, on se trouve là avec des dispositifs qui à la fois orientent les choix, mais laissent à l'acteur sa propre liberté, et une liberté qui, peut-être pour les gens qui sont ici, qui aiment réfléchir, qui aiment, etc., va être l'occasion de discussions argumentées, mais qui aussi pour une part importante de la population qui a du mal à s'informer, et qui elle-même n'accorde pas forcément beaucoup de crédit aux informations qu'elle consulte, qui va créer une charge mentale considérable dans cette société. Vous devez en permanence, vous êtes libre, votre liberté est orientée, mais vous devez en permanence faire des choix, prendre des décisions, ce qui, finalement, est un peu étonnant comme conclusion, parce que ça va tout à fait à l'encontre de l'idée d'une société algorithmique qui penserait pour vous et qui déciderait pour vous. Et c'est pour ça que je voulais conclure sur ce point en disant que on peut tout à fait conjoindre une société algorithmique qui régule vos comportements, mais qui vous met en permanence devant vos propres responsabilités de faire des choix et de prendre des décisions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les intervenants. Et comme vous le savez, traditionnellement, les séances publiques sont aussi l'occasion de la remise des prix liés à la classe. Et il me revient l'agréable privilège d'évoquer ici le prix Charles Lemaire, qui est lié à la classe, désormais lié à la classe technologie et société. Il y a en fait 130 ans, en 1891, la classe des sciences à l'époque de l'Académie reçoit un testament d'une certaine Adélaïde Lemaire qui est domiciliée à Beaumont, mais qui décède à Paris, rue Saint-Pétersbourg, au numéro 37, et elle décide de léguer à notre Académie une somme d'argent pour, je cite, honorer la mémoire de son frère, Charles Lemaire, ancien ingénieur des ponts et chaussées, parce qu'il était décédé quelques années avant son testament, avant le testament de sa sœur, de l'honorer, ce Charles Lemaire, par un prix décerné tous les 2 ans et récompensant, à l'époque, le meilleur mémoire publié sur des questions relatives aux travaux publics. Charles Lemaire était en effet un ingénieur des ponts et chaussées. Je remercie notamment Sophie Gallet, que je ne vois pas ici, mais enfin qui a fait un certain nombre de recherches dans les archives de la ville de Paris, heureusement qu'ils sont sur Internet. Voilà, quand même, je souligne une partie du rêve après le cauchemar, et qui est originaire de Belgique, mais qui a fait toute sa carrière en France dans une société qui s'occupe notamment des chemins de fer.
C'est la société d'Ernest Gohuin, et c'est d'ailleurs à la demande de son patron qu'il est renvoyé en Belgique, à Huy, pour construire le chemin de fer qui va relier Namur à Liège. Charles Lemaire est né à peu près au même moment que la Révolution belge, 1830-1831, il faudra encore faire quelques recherches pour déterminer ça. Il meurt en 1884 et le prix est décidé quelques années plus tard. La création de la classe technologie et société, s'occupant d'ingénierie, il était normal que le prix soit transféré, si vous voulez, de la classe des sciences à la classe technologie et société, et dont le règlement révisé dit ceci, et notre directrice l'a rappelé, que ce prix, désormais, sont consacrés à des projets, je cite à nouveau le règlement, des projets pratiques d'ingénierie des constructions, génie civil, architecture, mécanique, témoignant d'un esprit d'entreprise. Vous voyez que c'est là encore tout à fait fidèle à la carrière de Charles Lemaire. Et cette année, c'est à Madame Muriel Brandt que la classe a décidé d'octroyer le prix Lemaire. Madame Brandt a, dès ses études d'ingénieur architecte à l'université de Liège, pris conscience de l'importance, évidemment, des défis environnementaux et a décidé de consacrer sa carrière au développement durable, sa carrière d'architecte au développement durable. C'est ainsi concentré sur la promotion et la mise en œuvre des énergies renouvelables, à la fois à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de la ville. Elle a ensuite étendu son travail à l'écologie, à la gestion de l'eau et de la biodiversité, et à l'acoustique également. À Bruxelles, et sous la ministre Evelyn Uytbroek, elle a été pionnière dans la rédaction et la mise en œuvre de directives pour aider à la conception de projets plus respectueux de l'environnement. Mais elle a aussi, et c'est l'aspect entrepreneurial, créé une société coopérative appelée Écorce, qui emploie environ 14 personnes, si ça n'a pas changé depuis le dossier que j'ai lu, des ingénieurs architectes, des ingénieurs électromécaniciens, des paysagistes, personnes qui toutes s'impliquent dans les prises de décision de la société et qui sont toutes portées par des valeurs humaines clairement affirmées, cette société travaillant à la fois à Bruxelles et en Wallonie. La classe félicite Madame Muriel Brandt pour son action, mais aussi pour son engagement dans des projets d'ingénierie à fort impact sociétal. Et je vais demander maintenant à la fois à la directrice et à Madame Brandt de me rejoindre pour qu'on puisse lui remettre, d'abord la féliciter, l'applaudir et lui remettre son diplôme. Toutes les félicitations et le diplôme, c'est Isabelle. Comme dans toutes les classes et comme pour tous les prix, il y a un jury, bien évidemment, comme me le faisait remarquer la directrice, qui s'est attachée à la sélection. Un certain nombre se trouvent dans la salle. Ils sont tous, je pense, ingénieurs. Et il suffit de vous reporter à l'annuaire de notre académie pour en trouver la liste. Voilà, ceci me permet de raccourcir le délai qui nous sépare du banquet, enfin en tout cas du cocktail. On a dit qu'on ne définissait pas les termes, n'est-ce pas Benoît? Mais en tout cas, tout cela nous attend au premier étage, à la salle de marbre. Merci et à tout de suite.